Démocratie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Démocratia. Nous voilà une fois encore dans le cadre prestigieux du Palais Fesch, musée des Beaux-Arts d'Ajaccio. Aujourd'hui, nous nous intéressons à Benito Mussolini et à l'émergence du fascisme à travers un documentaire. Puis je retrouverai deux historiens pour parler des liens entre nationalisme, fascisme et catholicisme. Mais tout de suite, La Révolution noire, un film d'Edoardo Malvenuti. Qui se cache derrière cette image du Duce ? Comment un jeune militant de gauche est-il devenu l'incarnation du fascisme ? Le destin de Benito Mussolini est celui d'un homme ambigu, tiraillé par ses propres contradictions. Un parcours politique parsemé de trahison et d'opportunisme, mais aussi d'hésitation et de lâcheté. De la Première Guerre mondiale à la dictature de 1925, ce sont 10 années clés qui scellent le destin de l'Europe, celle de la transformation de Benito en Duce. C'est un homme qui a très tôt compris l'effet qu'il provoquait chez les autres. Son pouvoir charismatique, son pouvoir d'entraînement, de conviction, de séduction. Et ça, c'est une arme politique, évidemment, redoutable. Mussolini passait pour l'homme qui avait sauvé l'Italie du chaos. C'était celui qui allait la mettre de nouveau sur le droit chemin. Par conséquent, la popularité de Mussolini était très importante. Si potrebbe dire che Mussolini è il duce del fascismo, ma non è un duce che precede, è un duce che segue. La sua adolescenza e gioventù sono quelle di uno sbandato, di un rivoluzionario, di più, di un rivoltoso, di un ribelle. Si può essere rivoluzionari in tanta maniera e lui, Benito Mussolini, lo è, nel senso anche dell'approssimazione e del disordine. Perciò dico ribelle e rivoltoso. Il temperamento si aggiunge alle teorie, alle scelte politiche. L'ennemi est toujours le même chez Mussolini, c'est la bourgeoisie. Et ça, c'est absolument fondamental pour comprendre toute l'action politique de Mussolini. C'est cette haine qu'il a toujours eue pour la bourgeoisie italienne. Parce que le bourgeois est lâche, le bourgeois est pusillanime, c'est lui qui trahit l'idéal du peuple, toujours en faveur évidemment de ses affaires, de l'argent. Au Parti socialiste italien, le jeune Mussolini exprime sa haine de la bourgeoisie et ses idéaux antimilitaristes et anticléricaux. De 1912 à 1914, il est l'idole de la jeunesse rouge qui dévore ses articles enflammés, publiés dans l'Avanti, le journal du parti qu'il dirige. Il appartient aux courants les plus radicaux du socialisme. Il mène des batailles acharnées contre les courants du Parti socialiste qui sont favorables à une collaboration avec l'État parlementaire, avec l'État libéral, avec l'État bourgeois. Ces courants réformistes se heurtent à une hostilité absolument viscérale de Mussolini pour lequel une telle collaboration relève proprement de la trahison. Il y eut un temps où le socialisme signifiait désintérêt, foi, sacrifice et héroïsme. C'étaient des socialistes amoureux de l'idéal. Aujourd'hui, ce sont des socialistes amoureux de l'argent.
Mais la pureté idéologique du jeune révolutionnaire va bientôt se heurter à la réalité de l'histoire. Quand la Première Guerre mondiale se déclare, Mussolini, pragmatique, opère une première volte-face politique spectaculaire et signe ainsi sa marque de fabrique. Il a été neutraliste entre le mois d'août et le mois d'octobre 1914, ce qui était la position normale des socialistes. Mais brusquement, en novembre 1914, il rompt avec le socialisme e prend position pour l'intervention. Tra ottobre e novembre, letteralmente nel giro di poche settimane, nel giro di un mese, dall'Avanti al Popolo d'Italia, da un quotidiano all'altro, dal quotidiano del Partito Socialista a un suo personale quotidiano che però nella testata scrive ancora quotidiano socialista. Ce que finalement il reproche à ses amis socialistes, c'est de ne faire ni la guerre ni la révolution. C'est-à-dire de se maintenir dans une position de neutralité, du point de vue de la guerre, et de ne pas provoquer d'insurrection dans le pays. È diffusa l'idea del treno della storia che passa veloce. Bisogna prenderlo a volo. Chi non riesce a prendere a volo il treno della guerra rimane sotto la tettoia di una stazione a guardare gli altri che fanno politica secondo la realtà del tempo, secondo i linguaggi del tempo. Questo è il Mussolini che cambia. La participation de l'Italie au conflit, qui intervient le 24 mai 1915, est un tournant décisif de l'histoire nationale. Un choix dicté par la raison d'État que Mussolini détournera des années plus tard pour fabriquer un mythe révolutionnaire dont il se présente comme l'instigateur. Ed allora che comincia la storia d'Italia, la vera storia d'Italia, perché se prima si poteva pensare che la storia d'Italia fosse il risultato più o meno complicato di manovre diplomatiche, di intrighi di governo, di passioni di minoranze, è solo con l'anno 1915, col maggio rabbioso del 1915, che il popolo italiano irrompe sulla scena politica, caccia i trafficanti dal Tempio e diventa finalmente l'artefice del suo destino. Tous les futurs hiérarques du régime fasciste ont fait la guerre et ça a été pour eux l'expérience véritablement de leur vie. Car ils y ont vu la concrétisation de leurs idéaux, de leur volonté de créer un monde nouveau, qu'une société totalement nouvelle émerge de ce conflit. Ils y ont vécu une ambiance bien sûr de combat, de virilité, ce qui compte beaucoup dans le fascisme, de camaraderie. Mussolini s'engage lui aussi à corps perdu dans les combats. Dans son journal de guerre, il écrit « Le dévouement de ces humbles enfants de l'Italie face à la douleur de la chair mutilée et de l'acier brûlant est une preuve magnifique de la force de notre race. » Sta formando attraverso l'esperienza della guerra una nuova classe sociale, quello che lui chiamerà la trincerocrazia. Tutti coloro che hanno fatto la guerra, i combattenti, acquistano una sorta di nazionalismo esistenziale che poi potrà essere una forza politica. L'aristocratie des tranchées est l'aristocratie de demain. Les vieux partis seront balayés. Les mots république, démocratie, radicalisme, libéralisme, même le mot de socialisme n'ont plus de sens.
La conférence de paix de Versailles met fin à la guerre. Peu favorable à l'Italie, elle suscite une forte désillusion dans le monde des combattants. Benito Mussolini se saisit de ce désarroi et de cette colère comme d'une arme politique contre l'État libéral. Le passage entre le Mussolini socialiste et le Mussolini nationaliste s'opère en fait par la guerre, car désormais il ne se fait plus le défenseur du prolétariat, mais le défenseur du peuple italien. Le 23 mars 1919, il crée à Milan les Faisceaux de combat, un petit groupe subversif qui revendique une confuse révolution nationale. Durante il regime fascista questa adunata è diventata una sorta di convegno di apostoli attorno ad un Cristo, ma in realtà fu un'adunata che passò quasi inosservata sulla stampa. Mussolini è un personaggio sicuramente noto in Italia nel 1919, ma non è un personaggio di primo piano, non rappresenta un movimento politico importante. Va anzi sottolineato che nel movimento dei fasci di combattimento non c'è nessuna volontà di diventare partito, anzi si autodefinisce antipartito. Allora è proprio un fronte di scontenti, rancorosi, anche di violenti, di persone a cui la guerra manca. Le fascisme est un mouvement de réalité, de vérité, de vie qui adhère à la vie. Dans les faisceaux, il n'y a pas la moisissure des vieilles idées, la hiérarchie des valeurs conventionnelles, mais il y a de la jeunesse, il y a de la passion et de la foi. Avec un programme incohérent et extrémiste, Mussolini n'a recueilli qu'une poignée de voix aux élections de novembre 1919. Sa défaite est totale. C'est en revanche un raz-de-marée socialiste. On rentre dans ce qu'on appelle le Biennio Rosso, les 2 ans, 1919-1920, marqués par de très nombreux conflits politiques déclenchés par le Parti socialiste. L'Italie rentre vraiment dans une violence politique et Mussolini comprend qu'en se présentant comme le défenseur de l'Italie face au danger bolchevique qui est bien réel à l'époque, il peut engranger des appuis politiques et électoraux. Nous nous permettons le luxe d'être aristocrates et démocrates, conservateurs et progressistes, réactionnaires et révolutionnaires, légalistes ou illégalistes, suivant les circonstances de temps, de lieu, de milieu. Dopo il 1920, di fronte all'esaurimento del biennio rosso, inizia quello che possiamo chiamare il biennio nero, perché nella Valle Padana, nelle province che erano fra l'altro poi le più sviluppate e progredite dell'economia italiana, cominciano a costituirsi delle squadre armate promosse dagli agrari, dalla proprietà agraria che vedeva minacciata la propria sopravvivenza di fronte ad un partito socialista che propagandava la socializzazione delle terre. Les squadres ne sont pas sous le contrôle de Mussolini. Il y a partout en Italie des chefs fascistes qu'on appelle les races et qui disposent d'une autonomie à laquelle ils tiennent énormément. Et ils n'ont pas du tout l'intention d'obéir à une sorte de direction centralisée au bénéfice de Mussolini. Et toute l'action interne de Mussolini va viser à mettre fin à l'autonomie de ces groupes paramilitaires qui, par leur violence, peuvent compromettre les discussions politiques. Car Mussolini, tout violent qu'il fût, restait un homme politique. Mussolini pretende di continuare a giocare su più tavoli e un tavolo è quello della violenza,
e dell'affermazione del potere a suon di bombe a mano e di coltellate. Ma la bravura di Mussolini, che gli permette di restare comunque alla fine il capo riconosciuto, è la sua capacità di combinare strategie e tattiche, facendo riportare tutti gli avvenimenti e le situazioni alla fin fine al suo covo, al Giornale, a Milano, il ponte di comando politico da cui le cose si pensano et si décident. Désormais, l'ancien révolutionnaire enragé ne se salit plus les mains. Il joue le conciliateur avec cette bourgeoisie qu'il rejetait quelques années auparavant. Fort de ses nouveaux appuis, il se fait élire au Parlement en mai 1921. Mussolini, dans son premier discours parlementaire, se montre très modéré, en particulier étant la main à l'Église et au Saint-Siège. Ce n'est pas l'avis de tous les races fascistes. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Mussolini décide un pacte de pacification avec les socialistes, c'est la révolte. La massa dello squadrismo accusa Mussolini di essere un traditore del fascismo, così come nel 1914 aveva tradito il socialismo. C'era una canzone degli squadristi in Romagna e in Toscana: chi ha tradito tradirà, e si rivolgevano a Mussolini. Mais le traître sort vainqueur de cette crise, car Mussolini incarne pour le peuple italien le visage du fascisme. Et quand il annonce sa démission du mouvement, les races affolées lui demandent aussitôt de revenir. Nell'estate del 1922 il Partito Nazionale Fascista, con le sue squadre, militarmente ormai occupa gran parte delle province e delle regioni dell'Italia centrale e settentrionale. Les fascistes sont très divisés sur la meilleure manière d'arriver au pouvoir. Vous avez un courant, qui est le courant vraiment le plus révolutionnaire, qui préconise une marche sur Rome pour s'emparer, par la violence révolutionnaire, du pouvoir. Mussolini è, per così dire, spinto dal segretario del partito Michele Bianchi e dagli squadristi a organizzare l'insurrezione della marcia su Roma. Mussolini, prudemment, est à la manœuvre de l'insurrection depuis 1000 ans, prêt à s'enfuir en cas d'échec, car les squadres sont mal préparées. Mais la faiblesse du roi Victor Emmanuel III, qui renonce à opposer l'armée aux manifestants, lui offre une opportunité historique de s'emparer du pouvoir. Le monarque cède ainsi à la pression fasciste et nomme Mussolini Premier ministre. Dans son premier discours en tant que président du Conseil, il déclare « J'aurais pu faire de cette enceinte sourde et grise un bivouac de milices. Je pouvais bloquer le Parlement et former un gouvernement exclusivement fasciste. Je pouvais, mais je n'ai pas, du moins dans ce premier temps, voulu. » Non è ancora la dittatura, però lo squadrismo c'è stato, i morti ci sono stati. Ci sono stati e ci possono essere ancora, vengono minacciati da Mussolini nei suoi discorsi e vengono attuati
dagli squadristi più squadristi di lui, perché tra le carte che Mussolini continua ad avere nel suo variegato mazzo c'è quella di riscatenare, ove mai dovesse servire, la violenza di piazza. Les élections de 1924 se déroulent dans un climat de très grande violence, c'est-à-dire que les fascistes n'ont pas du tout l'intention de laisser le PSI, Parti socialiste, ou le PPI, le Parti catholique, arriver premier aux élections. Donc les opposants sont terrorisés, sont brutalisés, et ce qui permet effectivement au Parti national-fasciste d'arriver très largement en tête aux élections de 1924 et donc de dominer le Parlement. Si une grande partie de l'État libéral a désormais cédé face au fascisme, un homme a le courage de dénoncer ces résultats électoraux obtenus à coups de matraque. Le député socialiste Giacomo Matteotti, chef charismatique de l'opposition, prononce le 30 mai 1924 devant la Chambre un discours enflammé dans lequel il dénonce toutes les violences et les malversations fascistes. En descendant de la tribune, il confie à ses camarades « Et maintenant, vous pouvez préparer mon oraison funèbre ». Matteotti scompare il 10 giugno 1924, alla fine poi si scopre che è stato assassinato e che ad assassinarlo è stata una banda di squadristi. Le corps de Matteotti sera retrouvé 2 mois plus tard, abandonné dans un fossé de la campagne de Rome. Mussolini dichiara di non avere nessuna responsabilità, di essere pronto a perseguire quelli che hanno provocato questo delitto contro la sua volontà, ma è evidente che Matteotti non è la vittima occasionale di pochi squadristi fanatici, ma è la conseguenza di quel clima di terrore che viene instaurato contro gli antifascisti fin dall'ascesa del fascismo al potere. Mussolini, qui faisait des efforts désespérés pour essayer de passer pour le conciliateur, a été frappé de plein fouet. Dès lors, il apparaissait comme le chef d'une bande d'assassins et par conséquent, tout son édifice risquait de crouler. Il est resté, comme ça a été le cas plus tard quelquefois, il est resté paralysé pendant tout l'été où visiblement il était désorienté et ne savait que faire. Mussolini est un homme qui, toute sa vie, a connu des crises d'abattement extrêmement fortes. Il y a des crises donc de dépression, et cette crise d'abattement aurait pu en effet entraîner son départ du gouvernement et l'échec du fascisme. Et alors là, il est remonté, mais presque physiquement, par les durs du mouvement, et en fait, il le remonte en lui disant, il y a 2 possibilités. Ou c'est l'abandon du pouvoir et le procès, ou c'est la dictature pure et simple. Mussolini, acculé par les siens, décide de sauter le pas et de s'engager définitivement dans la voie de la dictature. Il prononce le 3 janvier 1925 devant le Parlement un discours qui fera date. Je vous déclare ici, en présence de cette assemblée et devant tout le peuple italien, que j'assume, à moi tout seul, la responsabilité morale et historique de tout ce qui est arrivé. Si le fascisme a été une association de malfaiteurs, je suis alors le chef de cette association. L'Italie, messieurs, veut la paix, veut la tranquillité. On lui donnera avec l'amour si possible, avec la force si nécessaire. Suite à ce discours, une chape de plomb s'abat sur l'Italie. Mussolini est désormais l'emblème du pouvoir totalitaire qui s'impose. Le fascisme est érigé en religion d'État. S'ouvre ainsi une ère de dictature violente qui a marqué durablement l'histoire de l'Italie, de l'Europe et du monde.
Avant qu'il ne devienne dictateur, une institution aurait pu s'opposer à Mussolini. Il s'agit de l'Église catholique. Aujourd'hui, pour parler avec moi de la relation complexe entre le pape et le duce, l'historienne Lucia Cecchi. Lucia Cecchi, vous êtes historienne, vous enseignez l'histoire à l'université Rome II et vous avez écrit de nombreux ouvrages sur les relations entre le Vatican et le régime fasciste. Alors vous consacrez les premiers chapitres de votre livre L'interesse supérieur aux premières années de Mussolini, un jeune Mussolini très emphatique qui disait « Nous sommes décidément anti-chrétiens et nous pensons que le christianisme est le stigmate immortel de l'abomination de l'humanité ». D'où lui vient cet anticléricalisme? La posizione di Mussolini rispetto alla religione e al cristianesimo si distacca da quella del Partito Socialista del suo tempo, perché il Partito Socialista aveva acquisito una posizione per cui la religione era un affare privato, personale. C'era anche una posizione tra il socialismo italiano che vedeva in Gesù socialista, Gesù lavoratore, uno strumento di propaganda. Per Mussolini contrastare il cristianesimo e soprattutto contrastare il cattolicesimo è un'attività politica per dimostrare il carattere conservatore dell'istituzione cattolica. Donc un anticléricalisme qui est au cœur de son projet politique et dans ses articles qu'il publie dans l'Avanti, il parle de la vecchia Vaticana lupa cruenta, donc le Vatican comme une vieille louve sanguinolente. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'Église en ces termes-là? Questa è una citazione di un'ode di Carducci dal titolo A Ferrara del 1895, in cui l'istituzione cattolica è definita lupa cruenta proprio per il suo carattere di baluardo contro l'unità d'Italia, perché non dobbiamo dimenticare che l'unità d'Italia, il Regno d'Italia si costruisce contro il Vaticano. È anche cruenta perché attraverso il sangue chiude, frena la libera espressione del pensiero dell'uomo. Alors, une fois que Mussolini prend le chemin du fascisme, ce n'est pas tant le Vatican qui va être le premier obstacle, mais le Parti populaire italien qui est mené par un prêtre italien, Don Sturzo. Et je voudrais vous proposer d'écouter un extrait inédit du film d'Edoardo Malvenuti, dans lequel votre collègue Emilio Gentili nous raconte la pauvre fin de ce prêtre italien. Il fascismo è contro il liberalismo, contro il comunismo, contro il materialismo, che sono i nemici della Chiesa. Su queste basi inizia un laborioso lavoro di tentativi di accordo che hanno però subito il loro riscontro nel fatto che la Chiesa ordina a Luigi Sturzo, al sacerdote Luigi Sturzo, segretario del Partito Popolare, di dimettersi a segretario e poi per le fasciste che vogliono toglierlo di mezzo, lo invita, sia pure paternalmente, a lasciare l'Italia. È la prima sconfitta della Chiesa ed è la fine del Partito Popolare come un partito cristiano ma antifascista. Lucia, donc c'est le pape qui élimine pour Mussolini la concurrence? La svolta filocattolica di Mussolini in realtà matura dopo la sconfitta alle elezioni del 1919. Il movimento dei fasci di combattimento è stato costituito a marzo con un programma anche anticlericale che prevede la soppressione di alcune congregazioni religiose. Pour le divorce. Ecco, ma le elezioni del novembre 19 sono un disastro per il movimento dei fasci di combattimento. Il primo partito è il Partito Socialista e il secondo partito è il Partito Popolare. A quel punto Mussolini capisce che lo spazio politico è a destra, ecco, e in questo quadro rielabora anche la sua posizione rispetto al cattolicesimo. Mussolini capisce e dice che per governare a Roma occorre avere un'idea universale, individua una piattaforma teorica che recupera il cristianesimo attraverso il cattolicesimo, attraverso Roma, l'idea di Roma, e
l'obiettivo è un obiettivo elettorale. Donc, pour rallier cet électorat catholique, le gouvernement fasciste de Mussolini va adopter un nombre de mesures qui vont dans le sens des catholiques. C'è un piano ideologico in cui la Roma dei papi viene posta in mezzo tra la Roma dei Cesari e la Roma fascista. E poi c'è un piano di politica religiosa molto favorevole alla Chiesa Cattolica, per cui il governo salva il Banco di Roma, che era una banca cattolica in difficoltà, dà dei finanziamenti al Banco di Roma. Attraverso la riforma gentile impone l'obbligo dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola elementare. On met des crucifix aussi dans les salles impone il d'école. crocifisso nei luoghi pubblici e sostiene una battaglia, si diceva, per la moralità, cioè contro l'omosessualità, contro i suicidi, e scioglie la massoneria, che era l'istituzione più odiata dalla Chiesa Cattolica perché era l'istituzione anticlericale per eccellenza. Lucia, je vous propose d'écouter à nouveau votre collègue Emilio Gentile qui raconte comment Mussolini s'empare de la question romaine. Quando diventa il dirigente di un partito nazionale, comincia a considerare l'importanza della Chiesa da due punti di vista. Primo, come una grande istituzione universale, che però ha sede in Italia, e allora comincia a parlare della Chiesa come una sorta di prosecuzione della universalità romana. La Chiesa italiana non è altro che la prosecuzione dell'impero romano in una dimensione cristiana. Continua a parlare non tanto del cristianesimo quanto del cattolicesimo come espressione della universalità italiana. Et Mussolini se montre très ingénieux puisqu'il crée un mythe commun à l'Église et au fascisme. Qu'est-ce que c'est ce mythe autour de la ville de Rome? Roma diventa il luogo simbolico di questo incontro. C'è una frase di Pacelli, il futuro Pio XII, che diceva Roma onde Cristo è romano, una frase, un verso di Dante, del Purgatorio di Dante, e questo incontro supremo sarà particolarmente enfatizzato con la proclamazione dell'impero fascista dopo la conquista dello Stato sovrano dell'Etiopia con la guerra di Etiopia. Ma Roma è anche un terreno di competizione tra Chiesa e fascismo, perché per la Chiesa è la Roma cattolica, per Mussolini è la Roma fascista, e questa dinamica conciliazione e competizione è una dinamica ricorrente nei rapporti tra Chiesa e fascismo. Che Chiesa e fascismo si incontrano su alcuni principi: autorità, antiparlamentarismo, hanno dei nemici comuni, i socialisti, i comunisti, i liberali, la massoneria. Mussolini va se servir de ces points communs, il va faire du fascisme une sorte de religion. On parle de fidèles, on parle de doctrine. Sì, si parla del fascismo come una religione politica, ma su questo terreno, ecco, si trovano i primi contrasti tra Chiesa e fascismo. Quindi da un lato c'è un incontro sul tema religioso, ma dall'altro, da un certo punto in avanti, il Papa Pio XI comprende che c'è uno scontro tra due visioni ugualmente totalitarie dell'uomo, perché sia il fascismo che la Chiesa hanno un progetto di monopolio delle anime, della coscienza. Par exemple, la guerre d'Éthiopie, impossible de se concilier sur le bellicisme du fascisme. Sì, Pio XI è profondamente contrario alla guerra di Etiopia, anche perché teme che questa guerra possa scatenare un nuovo conflitto europeo e teme che ci possano essere delle conseguenze sui missionari cattolici presenti, ad esempio, nelle colonie inglesi o francesi. La guerra, secondo il Papa, porterà
l'Italia in stato di peccato mortale, anche così presenta la possibilità di una scomunica, ma poi non prende una posizione ufficiale di condanna e questo crea proteste anche a livello internazionale. Est-ce que c'est la même chose pour ce qui est du racisme et de l'antisémitisme qui grandissent dans l'idéologie fasciste? È un po' diverso perché negli ultimi 2 anni, 1937 e 1938, c'è un ripensamento da parte di Pio XI e il ripensamento si manifesta quando l'Italia si allea con la Germania e si accentua questa dimensione razzista e antisemita. Pio XI dirà in un'intervista alla radio belga: spiritualmente siamo tutti semiti, e incaricherà John Lafarge ed altri gesuiti di redigere una enciclica sull'unità del genere umano, un'enciclica di condanna del razzismo. Pio XI definisce la razza un concetto antipatico adatto più agli animali che agli uomini. Gli uomini sono una sola famiglia umana. Dernière question. Pio XI décède en 1939, en février 1939, donc avant que n'éclate la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que les positions de l'Église vont changer ensuite? La questione della posizione di Pio XII rispetto alla Seconda Guerra Mondiale è molto ampia, difficile da riassumere in 2 battute. Pio XII intanto ricostruisce, cerca di recuperare i rapporti con la Germania di Hitler, molto, molto tesi, molto, molto difficili, e accantona, mette da parte il progetto dell'enciclica sulla unità del genere umano. La vittoria della Germania fino a un certo punto viene considerata il male minore rispetto alla vittoria dell'Unione Sovietica di Stalin, ma a un certo punto emerge quasi la speranza che queste 2 potenze, entrambe diversamente diaboliche, si distruggano réciproquement. Lucia Cecchi, merci d'être venue jusqu'ici pour partager avec nous votre expertise. Maintenant, pour comprendre les racines du fascisme italien, mais aussi européen, je vous propose de retrouver Didier Musedlak. Didier Musedlak, bienvenue dans Démocratia. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste des totalitarismes. Vous avez écrit une biographie de Benito Mussolini et vous venez de publier un ouvrage, L'atelier occidental du terrorisme. Alors, je voudrais que nous parlions ensemble de l'entrée de l'Europe dans le XXe siècle. La société européenne est comme malade, c'est ce que Max Weber appelle le désenchantement. De quoi s'agit-il? Alors, c'est une crise qui est très importante. Et par bien des aspects, elle ressemble à la crise que nous traversons. Pourquoi? Parce qu'en fait, on entre dans une nouvelle société, qui est une société immortalisée par Charlie Chaplin, étant moderne, c'est-à-dire une révolution industrielle qui est la seconde, qui nécessite beaucoup d'ouvriers et qui devient de plus en plus inhumaine. Ce passage se fait dans les années 1880, 1890, 1900. Et là, en gros, on peut considérer que l'ensemble de la population est déboussolée, pour prendre un terme contemporain. Donc il y a la violence de l'industrialisation et puis idéologiquement, il y a une perte de repères puisqu'il y a une sécularisation de plus en plus forte. Et à côté de ça, vous avez des sciences nouvelles qui apparaissent. Pensons à Sigmund Freud avec la psychanalyse. Vous avez tous ceux qui regardent la biologie, qui va devenir quelque chose de très important, et qui fait qu'il y a une interrogation sur ce qu'est l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Et là, vous allez avoir en particulier beaucoup d'individus et beaucoup d'intellectuels qui vont se dire, en réalité, ce qu'il faut faire, c'est d'essayer, précisément parce qu'on a l'impression à l'époque qu'on a les moyens de saisir l'homme dans sa totalité,
Donc ils se disent, c'est le moment de repartir, de changer. Et dans un contexte de peur. Justement, dans votre livre, vous citez un futuriste italien, Papini, qui écrit juste avant la Première Guerre mondiale « Le sang est le vin des peuples forts, toute la vie de notre temps est une organisation de massacres nécessaires, la civilisation industrielle, comme celle de la guerre, se nourrit de charogne, chair à canon et chair à machine. » C'est une phrase terrible. On retrouve là exactement ce dont vous parlez, donc la violence de l'industrialisation, la violence de la modernité. Et à ce moment-là, la Première Guerre mondiale éclate et pourtant, elle n'arrive pas du tout à étancher cette soif de violence. Non, parce qu'en fait, déjà, il y a le problème du rapport à l'homme. Alors, parce que si on prend Papini, par exemple, comme ces intellectuels qui se situent sur la droite, révolutionnaires, ils disent au fond que l'homme a été amoindri à cause du progrès. Vous savez, c'est tout ce que disait Nietzsche en particulier. Qu'au fond, on vit une période de décadence et que les vrais hommes ont disparu. Nietzsche évoque ce qu'il appelle la culture du troupeau, les masses. Et en fait, Papini aspire à la guerre. Pourquoi ? Parce que la guerre serait en mesure d'apporter une rédemption à ce déclin de l'homme. Et pourtant, ça ne fonctionne pas, puisque Mussolini se sert exactement de ce credo. La guerre est le fait de l'homme, le vrai homme, c'est le guerrier. Et on voit très bien dans le film d'Edouard Malvenuti, une fois la Première Guerre mondiale terminée, il n'y en a pas assez. Autant en Italie qu'en Allemagne, on demande encore plus de violence. Oui, alors on demande parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la guerre satisfait finalement personne. Et qu'il y a, si vous voulez, cette soif, je dirais, d'énergie qui n'est pas apaisée. Et puis, surtout, quelque chose de terrible, c'est que les combattants ont appris à tuer. Ils sont devenus des machines à tuer. Devenant des machines à tuer, après-guerre, et on le voit très bien dans le cas allemand, mais on le voit aussi dans le cas italien, en réalité, ce sont des individus qui vont continuer à avoir des pratiques de guerre au sein de la société civile. Et pour enrayer cette envie de violence, en 1919, on crée la Société des Nations, la SDN, qui devait empêcher que la guerre ne se reproduise. Je vous propose d'écouter l'historien Frédéric Lemoyle qui nous raconte les rapports entre Mussolini et la SDN. Dans les années 20, l'Italie joue le jeu de ce qu'on appelle la sécurité collective, joue le jeu de la Société des Nations. Entre 1933 et 1936, l'Italie fasciste est bel et bien du côté des démocraties. Il faut attendre la décision de Mussolini en octobre 1935 d'envahir l'Éthiopie, c'est-à-dire là de commettre un acte extrêmement grave d'une agression contre un État indépendant membre de la SDN, qui conduit au vote de sanctions par la SDN, pour voir un Mussolini complètement isolé sur la scène internationale, et du coup se tourner vers Hitler. Alors malgré la création de la SDN, la violence continue de monter jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi cet échec ? Cet échec, déjà, parce que les Américains se sont dégagés très vite. Le président Wilson, quand il est rentré aux États-Unis, il s'est retrouvé, je dirais, en difficulté parce que le Congrès n'a pas ratifié l'engagement des Américains. En 1945, ils ont compris, à l'inverse, qu'il fallait que les Américains soient présents pour réguler le monde. En 1919, c'est pas possible. Le point commun dans ces pays européens qui vivent la montée des nationalismes, c'est la volonté de pétrir un homme nouveau. Donc dans cette perte de valeur, on va essayer de recréer un credo. Je vous propose d'écouter Michel Ostinck qui raconte comment le fascisme veut sculpter cet homme nouveau. L'homme nouveau devait être un homme discipliné, un homme obéissant, et devait par conséquent être quelqu'un de stoïque. Il y avait de l'héroïsme dans cette abnégation.
Didier Misedlac, l'homme nouveau du fascisme n'est pas l'homme nouveau de l'Union soviétique. Quels sont les attributs? Alors c'est une affaire compliquée, l'homme nouveau. Pourquoi? Parce que on vit dans une période, il y a quand même des points communs entre l'Union soviétique, l'Allemagne nazie et le fascisme. On vit dans une époque de sécularisation où on remplace la religion traditionnelle par une religion de la politique. Et Mussolini n'est pas le dernier dans cette affaire, qui parle de foi. Il faut que les Italiens soient convaincus qu'ils doivent avoir la foi. Ce sont des fidèles fascistes. Voilà. Et qu'ils doivent devenir des vrais fascistes. Vrais fascistes, ça veut dire être courageux, faire la guerre. Et Mussolini a beaucoup insisté sur ce point. Il faut imaginer par exemple qu'en 1941 en Italie, il y a 21 millions d'individus qui entrent dans des structures qui sont contrôlées par le fascisme. Dès l'enfance avec Voilà. les Ballis, là, qui sont créés. Dès l'enfance avec les Ballis, là, tout à fait. Et par la suite, tout au long de leur vie. Et vous avez toute une structure, ça veut dire que vous avez les samedis fascistes, que vous devez y aller, que vous êtes contrôlé dans votre travail, et qu'il y a un contrôle terrible de la population. Pour prendre un exemple, mais je ne sais pas si je peux le prendre, mais le Corso à Rome, Via del Corso, qui est une des rues commerçantes de Rome. Une des rues commerçantes principales du centre de la ville. Vous imaginez qu'à l'époque, pour imaginer le contrôle que subissaient les Italiens, ils devaient prendre le Corso dans un sens, sur le trottoir de droite, et ils devaient redescendre le Corso sur l'autre trottoir. Aujourd'hui, quand on connaît l'Italie, on est très loin de ce schéma. Et donc vous avez une coercition qui s'exerce et qui fait que le concierge d'un immeuble, par exemple, comme dans l'Allemagne nazie, eh bien, est un membre du parti fasciste. Alors, autre chose qui va être intégrée et qui va intégrer la population, c'est l'antisémitisme. Et pas seulement en Allemagne. Il ne s'agit pas d'une spécificité allemande. Absolument, on a tendance, et les Italiens comme les Français ont tendance à dire il y a les Allemands qui nous ont poussés dans cette voie. En réalité, l'antisémitisme, c'est triste à dire, est la chose la mieux partagée en Europe. Si on prend le cas, par exemple, le cas français, Pétain, à la dernière minute, va retoucher le statut des Juifs. C'est lui qui le retouche, pour aggraver la condition des Juifs. Mussolini a entrepris une conquête féroce d'un certain nombre de colonies, en particulier l'Éthiopie. Et ce que l'on sait peu, c'est que Mussolini est le premier à avoir créé un apartheid en 1937. Mussolini avait en lui le concept de race pure, il en était convaincu. Absolument. Je voudrais qu'on fasse un saut dans le temps très rapidement. Aujourd'hui, on voit que les nationalismes continuent de grimper en Europe. Est-ce que vous avez l'impression que la situation actuelle ressemble à celle qui a déjà eu lieu au cours du XXe siècle? Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle un populisme protestataire et identitaire. Protestataire contre les élites, identitaire contre ceux qui sont considérés comme pas de chez nous. On cultive en Europe, effectivement, ce qu'on a cultivé de façon dramatique durant l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'entre-soi. Il faut être dans l'entre-soi. Et ce repli identitaire, aujourd'hui, présente quand même un danger dans un certain nombre de pays, des pays qui sont quand même largement contaminés par l'antisémitisme et par cette culture, je dirais, contre les élites. La Pologne et aussi l'Italie et la France, qui elle-même se retrouve dans cette situation. Mais c'est-à-dire pour autant qu'on peut avoir des régimes identiques, je ne crois pas. C'est pas possible pour une raison qui est, à mon avis, fondamentale, c'est que dans les années 30, le fascisme, le nazisme, l'Union soviétique, si on prend ces pays, ils sont quand même responsables
de 14 millions de morts entre 1933 et 1945. Mais ils étaient animés par une utopie. Justement, changer l'homme. Or, cette utopie aujourd'hui n'existe plus. Didier Musée-de-Lac, merci beaucoup d'être venu avec nous sur le plateau de Démocratia. Ça a été un vrai plaisir. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode consacré à Tito, le maréchal communiste de la Yougoslavie. Et en attendant, pensez-y, la démocratie est l'affaire de tous. Démocratie.